Ma femme a dit, ma famille emménage avec nous définitivement. Fais avec. J'ai souri et répondu, comme tu veux, si c'est ce que tu penses être le mieux. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais déjà appelé un agent immobilier et mis notre maison en vente. L'intervention familiale qui a suivi fut absolument légendaire. La maison s'est vendue en 36 heures, avec 4 offres concurrentes, toutes supérieures au prix demandé. L'agent immobilier, une femme perspicace nommée Christine Vasseur, avec 22 ans d'expérience dans les biens de prestige, m'a appelé à 9h15 un jeudi matin pour me dire que nous avions des acheteurs prêts à signer l'acte authentique dans 3 semaines, paiement comptant. Je me tenais dans ma cuisine, regardant ma belle-mère réorganiser mon garde-manger pour la 3e fois ce mois-là, quand l'appel de Christine est arrivé. Je suis allé dans le garage pour répondre, ma main tremblant alors que j'acceptais l'offre la plus élevée, 750 000 € pour une maison que nous avions payée 460 000 € 6 ans plus tôt. Les acheteurs étaient des cadres mutés qui avaient besoin d'une occupation immédiate et étaient prêts à payer le prix fort pour la rapidité. J'ai dit à Christine de préparer les papiers. Elle a demandé si ma femme avait donné son accord pour le mandat de vente. Je lui ai rappelé que la maison était à mon nom seul, achetée avant le mariage avec l'argent d'un héritage de mon grand-père, ce qui en faisait un bien propre. Elle a marqué une pause, puis a dit qu'elle aurait les contrats prêts avant la fin de la journée. J'ai raccroché et suis rentré à l'intérieur où ma belle-mère, Chantal, faisait la leçon à ma femme sur la bonne organisation des épices. Aucune d'elles n'a levé les yeux. J'étais marié à Valérie depuis 8 ans quand sa famille a envahi nos vies. Les 7 premières années furent bonnes, pas parfaites, mais assez bonnes pour que je pense que nous bâtissions quelque chose de durable. Valérie travaillait comme déléguée médicale, gagnant environ 75 000 € par an avec les primes. J'étais ingénieur logiciel dans une entreprise technologique de taille moyenne, gagnant 110 000 € plus des stocks options. Ensemble, nous étions à l'aise. Pas encore d'enfants, juste 2 carrières et une belle maison dans une banlieue chic à 20 minutes de la ville. Nous avions nos soirées en amoureux, nos week-ends, le genre de mariage qui semblait fonctionnel de l'extérieur, et qu'il était en grande partie de l'intérieur. Puis le père de Valérie est mort subitement d'une crise cardiaque à 63 ans, et tout a changé du jour au lendemain. Le jour de ses funérailles, la mère de Valérie a annoncé qu'elle ne pouvait plus vivre seule. Valérie, sa sœur cadette Élodie et son frère aîné Laurent ont eu une conversation chuchotée sur le parking de l'église pendant que j'attendais près de la voiture. Quand Valérie est revenue, ses yeux étaient rouges et elle a dit que sa mère avait besoin de nous. J'ai supposé qu'elle parlait de soutien émotionnel, peut-être d'aide pour organiser les finances. Je n'avais pas réalisé qu'elle parlait d'occupation permanente. Chantal a emménagé dans notre chambre d'amis 3 semaines après les funérailles. C'est temporaire, a dit Valérie, juste le temps que maman retombe sur ses pieds. J'étais compatissant. Perdre un conjoint après 40 ans de mariage est dévastateur, et je voulais sincèrement aider. J'ai vidé la chambre d'amis, installé la télé comme Chantal l'aimait, fait de la place dans la salle de bain pour ses médicaments. Le premier mois, ça allait. Chantal restait surtout dans son coin, passait ses journées à regarder des émissions culinaires et à appeler ses amis. Puis le 2e mois est arrivé, et le séjour temporaire de Chantal a commencé à sembler permanent. Elle a commencé à réorganiser les meubles. Elle faisait des commentaires sur mes horaires de travail, suggérant que j'étais trop souvent absent. Elle critiquait la cuisine de Valérie, bien que Valérie cuisine rarement pour commencer. J'ai mentionné à Valérie que nous devrions peut-être discuter d'un délai pour que Chantal trouve son propre logement. Valérie m'a regardé comme si j'avais suggéré d'abandonner un enfant. C'est ma mère, a-t-elle dit, elle vient de perdre mon père, comment peux-tu être si sans cœur? Le 3e mois a amené Élodie. La sœur cadette de Valérie avait 28 ans, travaillait sporadiquement comme prof de yoga et venait de rompre avec son copain de 5 ans. Elle avait besoin d'un endroit où rester le temps de se retourner. Je suis rentré du travail un lundi pour trouver les affaires d'Élodie remplissant notre bureau à domicile. Valérie a expliqué qu'Élodie était dévastée et avait besoin du soutien familial. C'est juste temporaire, a-t-elle répété. J'ai demandé combien de temps signifiait temporaire. Valérie a dit qu'elle ne savait pas, peut-être quelques semaines, peut-être plus. J'ai fait remarquer que nous avions maintenant 2 invités permanents dans une maison de 3 chambres. Valérie m'a accusé d'être égoïste et inhospitalier. Son père venait de mourir, sa famille était en deuil, pourquoi ne pouvais-je pas être plus compréhensif? J'ai laissé tomber parce que se disputer semblait cruel quand tout le monde était soi-disant en mode crise. Mais j'ai commencé à documenter les choses, dates,
conversation, changement dans notre situation de vie. Je tenais un journal sur mon ordinateur portable professionnel dans un dossier crypté, notant chaque nouvelle imposition, chaque expansion de leur présence chez nous. Le 4e mois, c'est Laurent qui est apparu. Le frère aîné de Valérie avait 35 ans, récemment divorcé et, selon Valérie, traversait une mauvaise passe financière. Il s'est pointé un samedi matin avec des sacs poubelles pleins de vêtements et une histoire sur son propriétaire qui vendait l'immeuble. Laurent a emménagé dans le sous-sol aménagé, que j'utilisais comme salle de sport et espace de jeux vidéo. Valérie l'a aidé à installer un matelas gonflable et m'a assuré que c'était juste jusqu'à ce qu'il trouve un nouvel appartement. 3 personnes, 3 membres de la famille qui avaient emménagé dans notre maison sans aucune vraie discussion, sans aucun délai, sans aucune reconnaissance que c'était aussi ma maison. Je me suis assis dans ma voiture dans l'allée ce soir-là et j'ai appelé mon meilleur ami, un type nommé Olivier, qui me connaissait depuis la fac. Je lui ai raconté ce qui se passait. Il a ri au début, puis a réalisé que je ne plaisantais pas. « Mec, a-t-il dit, tu dois poser des limites, c'est de la folie. » Je lui ai dit que j'avais essayé. Il a dit « et c'est plus fort ». J'ai raccroché et je suis rentré à l'intérieur où Laurent était déjà étalé sur mon canapé à regarder du sport au volume maximum. Le véritable point de rupture est arrivé au 5e mois quand Valérie a annoncé au petit déjeuner que l'arrangement familial était désormais permanent. Nous étions assis à la table de la cuisine, moi avec mon café et mon ordinateur portable, Valérie avec son téléphone et son yaourt. Elle l'a dit avec désinvolture, comme si elle mentionnait des projets pour le week-end. J'ai réfléchi et j'ai décidé que ma famille devrait juste rester ici définitivement. C'est plus logique financièrement pour tout le monde et maman a vraiment besoin de nous près d'elle. J'ai levé les yeux de mon écran. Élodie était dans le salon en train de faire des poses de yoga devant la fenêtre. Laurent dormait encore au sous-sol à 10 h du matin. Chantal réorganisait mon dressing à l'étage sans permission. J'ai demandé à Valérie si nous pouvions discuter de cette décision ensemble avant de la rendre permanente. Elle a souri d'une manière qui n'atteignait pas ses yeux et a dit « Il n'y a rien à discuter. Il reste. Fais avec. » Les mots ont flotté dans l'air entre nous. Fais avec. Pas une demande, pas une conversation, juste un ordre. Et j'ai hoché la tête lentement et j'ai dit « Comme tu veux, si c'est ce que tu penses être le mieux. » Ce que Valérie ignorait, c'est que j'avais appelé Christine Vasseur 2 jours plus tôt. J'avais fait des recherches sur les agents immobiliers pendant mes pauses déjeuner, cherchant quelqu'un de discret, professionnel et rapide. Les avis sur Christine mentionnaient sa capacité à vendre des biens haut de gamme rapidement et sa compréhension des situations familiales compliquées. Je l'ai rencontrée dans un café du centre-ville, j'ai expliqué ma situation sans trop de détails et j'ai demandé si elle pouvait mettre ma maison en vente sans que ma femme le sache. Elle a demandé si ma femme était sur l'acte de propriété. Je lui ai montré les documents fonciers. La maison était à moi seul, achetée avant le mariage avec 180 000 € de la succession de mon grand-père, plus un prêt que j'avais remboursé il y a 3 ans. Christine a dit que légalement je pouvais vendre sans le consentement de Valérie, mais elle m'a fortement conseillé de consulter un avocat sur les implications matrimoniales. Je lui ai dit que j'avais déjà parlé à un avocat. C'était partiellement vrai. J'avais une consultation prévue pour la semaine suivante avec un avocat en droit de la famille nommé Maître David Bertrand, quelqu'un qu'Olivier m'avait recommandé. Maître Bertrand pratiquait le droit de la famille depuis 19 ans et avait la réputation de gérer des divorces complexes impliquant des disputes patrimoniales. Je l'ai rencontré à son cabinet un mercredi après-midi, prenant une longue pause déjeuner. Son bureau était au centre-ville, élégant et moderne, avec des diplômes de droit encadrés couvrant un mur. David a écouté mon histoire sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il s'est penché en arrière dans son fauteuil et m'a demandé quel résultat je voulais. J'ai dit que je voulais récupérer ma maison et sortir de mon mariage. Il a demandé si j'avais essayé la thérapie de couple. J'ai dit que Valérie refusait, prétendant qu'il n'y avait aucun problème à part mon refus d'accepter sa famille. David a hoché la tête et m'a expliqué mes options. La maison était un bien propre acquis avant le mariage avec des fonds non communs. Je pouvais la vendre sans la permission de Valérie. Cependant, vendre la maison tout en étant encore marié pourrait déclencher une procédure de divorce de la part de Valérie, et selon le régime matrimonial, je pourrais lui devoir une récompense sur la plus-value. La maison avait augmenté en valeur d'environ 290 000 € pendant notre mariage. Valérie pourrait réclamer la moitié de cette appréciation. J'ai demandé à David comment minimiser ce risque. Il a suggéré de documenter la contribution,
ou l'absence de contribution, de Valérie à la propriété. Avait-elle payé le prêt? Non, je l'avais payé entièrement avec mes revenus. Avait-elle payé pour des rénovations? Non, j'avais financé une rénovation de cuisine à 30 000 € avec ma prime annuelle. Avait-elle contribué à la taxe foncière ou à l'entretien? Non, tout cela venait de mes comptes personnels. David a dit que cela renforçait ma position, mais n'éliminait pas entièrement ses potentielles réclamations. Il m'a conseillé de préparer le divorce avant de vendre la maison, de déposer la requête en premier et d'établir une chronologie claire montrant que la famille de Valérie m'avait effectivement forcé à quitter mon propre domicile. J'ai demandé comment prouver cela. Il a dit, documentation, témoignage, preuve des conditions de vie modifiées. Je lui ai dit que j'avais 5 mois de journal détaillant chaque intrusion. Il a souri pour la première fois et a dit que c'était un bon début. J'ai payé ses honoraires de consultation de 500 € et je suis parti avec une liste d'actions à entreprendre avant de procéder à la vente de la maison. Mais je n'ai pas suivi le conseil de David d'attendre. J'ai appelé Christine le lendemain et lui ai dit de mettre la maison en vente immédiatement. Elle a demandé si j'étais sûr. J'ai dit que je n'avais jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. L'annonce a été mise en ligne le vendredi avec des photos professionnelles que Christine avait organisées. La maison avait l'air parfaite, mise en scène et vide de tout le chaos qui la remplissait réellement. Dès dimanche, nous avions 3 visites programmées. Lundi soir, nous avions 2 offres. Jeudi matin, nous en avions 4. J'ai accepté l'offre la plus élevée et signé le compromis de vente dans le bureau de Christine pendant que Valérie était à une conférence professionnelle à Marseille. Les acheteurs voulaient signer l'acte authentique dans 21 jours. J'ai dit à Christine de faire en sorte que ça arrive. Elle a dit qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi motivé pour vendre. Je ne lui ai pas dit que cette motivation n'était que de la rage réprimée trouvant enfin un exutoire productif. Je n'ai pas parlé de la vente à Valérie. Je rentrais à la maison tous les soirs et je regardais sa famille continuer leur invasion. Chantal avait commencé à cuisiner le dîner tous les soirs, des repas que je n'avais pas demandés et que je n'aimais pas particulièrement. Elle avait entièrement pris le contrôle de la cuisine, réorganisant tout selon ses préférences. Élodie avait décidé que notre bureau était maintenant son studio de méditation et de yoga. Elle avait déplacé tout mon équipement de travail dans notre chambre et installé des cristaux et de l'encens là où se trouvait mon bureau. Laurent avait transformé le sous-sol en ce qu'il appelait sa garçonnière, avec un mini-frigo qu'il avait acheté avec de l'argent qui venait, je le soupçonnais, de Valérie. Tous les 3 agissaient comme si c'était leur maison, comme si j'étais l'invité qui devait être reconnaissant de leur présence. Valérie les encourageait, suggérant constamment que je sois plus flexible, plus accueillant, plus compréhensif de ce que sa famille traversait. La tension montait vers l'explosion. 2 semaines avant la signature finale, Valérie a organisé un dîner de famille pour célébrer l'anniversaire de sa mère. Toute la famille élargie de Valérie est venue. Tante, oncle, cousins, tout le monde s'entassant dans notre maison, la traitant comme le lieu de rassemblement familial. Je me tenais dans ma propre cuisine, faisant la conversation avec des parents que je connaissais à peine. Alors que Chantal tenait cours dans mon salon, la tante de Valérie m'a pris à part à un moment donné et a dit « C'est si généreux de ta part d'accueillir toute la famille de Valérie comme ça. Tu es un saint. » J'ai souri et je n'ai rien dit. Après le départ de tout le monde, Valérie rayonnait. « Tu vois, a-t-elle dit. N'était-ce pas merveilleux d'avoir tout le monde réuni comme ça? C'est ça qu'une famille est censée être. » Je lui ai demandé quand Chantal, Élodie et Laurent prévoyaient de trouver leur propre logement. Elle a eu l'air confuse. « Ils ne partent pas, a-t-elle dit. Je te l'ai dit, c'est permanent. » J'ai hoché la tête. C'est bien ce que je pensais que tu avais dit. Je suis parti avant que mon calme ne se fissure. 3 jours avant la vente définitive, j'ai déposé une demande de divorce. Maître Bertrand avait rédigé les papiers avec précision. Le dossier comprenait ma documentation sur les conditions de vie modifiées, des extraits de journal couvrant 5 mois, des photographies montrant la prise de contrôle des différentes pièces, et une demande à la cour de reconnaître la maison comme mon bien propre sans intérêt matrimonial. David a tout déposé électroniquement à 8 h un lundi. Valérie serait signifiée par un huissier à son bureau plus tard dans la journée. J'étais déjà au travail quand mon téléphone a commencé à sonner à 11 h 30. Le nom de Valérie clignotait sur l'écran. J'ai laissé aller sur la messagerie. Elle a appelé 6 autres fois dans l'heure suivante.
J'ai éteint mon téléphone et je me suis concentré sur une revue de code. Quand j'ai finalement vérifié mes messages pendant le déjeuner, il y avait 14 appels manqués et une série de SMS de plus en plus frénétiques. C'est quoi ce bordel? Comment as-tu pu demander le divorce sans me parler? C'est de la folie. Appelle-moi immédiatement. Je n'ai pas appelé. J'ai répondu par SMS, nous pouvons en discuter par le biais de nos avocats. Le mien est maître David Bertrand. Ses coordonnées sont sur le dossier. Si vous appréciez cette histoire, abonnez-vous pour en voir plus comme celle-ci. Valérie s'est présentée à mon bureau à 15 heures. La sécurité a appelé pour demander si je voulais qu'il la laisse monter. J'ai dit non. Ils ont demandé si je voulais qu'il la fasse sortir. J'ai dit seulement si elle refusait de partir volontairement. Elle est partie après 20 minutes d'attente dans le hall. Ce soir-là, je suis resté tard au travail, puis je suis allé chez Olivier. Il m'avait proposé de dormir sur son canapé jusqu'à ce que les choses se tassent. J'avais fait un sac ce matin-là avant le travail. Vêtements, affaires de toilette et mon ordinateur portable. Tout ce dont j'avais besoin pour disparaître quelques jours. Olivier a ouvert la porte avec une bière déjà prête. « Tu l'as vraiment fait ?» a-t-il dit. J'ai pris la bière et je me suis effondré sur son canapé. Je l'ai fait. Nous n'avons pas beaucoup parlé après ça. J'étais trop épuisé pour expliquer, et Olivier était assez intelligent pour ne pas demander. La signature finale était prévue pour vendredi à 14 heures. J'avais arrangé de retrouver Christine à l'étude notariale en centre-ville. Les acheteurs avaient viré les fonds la veille, et il ne restait plus que les signatures et l'échange des clés. Je suis arrivé 15 minutes en avance, portant un costume que j'avais gardé chez Olivier. Christine était déjà là, passant en revue les documents avec le notaire, maître Jeanne Dubois, une femme efficace qui traitait des transactions immobilières depuis 30 ans. Maître Dubois a expliqué chaque document au fur et à mesure que je signais, acte de vente, transfert de propriété, décompte financier, formulaire de déclaration. Le processus entier a pris 38 minutes. À 14h38, je n'étais plus propriétaire. L'agent des acheteurs a confirmé qu'il voulait la possession immédiatement. J'avais déjà vidé mes affaires essentielles. Le reste pouvait rester pour que Valérie s'en occupe. J'ai remis les 2 jeux de clés, les télécommandes du garage et le code du système de sécurité. Christine m'a serré la main et a dit qu'elle n'avait jamais vu une transaction plus propre. Je l'ai remerciée et je suis sorti avec un virement confirmé de 735 000 € après déduction des frais de notaire et d'agence. Je n'ai pas dit à Valérie que la maison était vendue. Elle le découvrirait assez tôt quand le nouveau propriétaire se présenterait. J'ai passé le vendredi soir chez Olivier à manger des plats à emporter et à regarder la télé sans réfléchir. Mon téléphone était éteint. Je savais ce qui arrivait et je voulais retarder ça aussi longtemps que possible. Samedi matin à 9 h, j'ai rallumé mon téléphone. 53 appels manqués, 89 SMS, 12 messages vocaux. Les SMS venaient de Valérie, sa mère, Élodie, Laurent, divers parents, tous des variations du même thème. Comment oses-tu? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est cruel. Tu détruis la famille. Appelle-nous immédiatement. Les messages vocaux sont passés de la confusion à la colère puis aux menaces. Le dernier venait de Laurent disant qu'il allait venir me trouver et, je cite, « me faire regretter ça ». J'ai tout sauvegardé et transféré des copies à maître Bertrand avec une note sur le harcèlement et les menaces potentielles. La légendaire intervention familiale a eu lieu le dimanche. J'avais accepté de rencontrer Valérie dans un lieu neutre, un café du centre-ville, pour discuter des prochaines étapes. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle avait orchestré une embuscade. Je suis entré dans le café à 11 h et j'ai trouvé Valérie assise à une grande table avec Chantal, Élodie, Laurent, la tante de Valérie, Maureen, son oncle Gary, et une femme que je ne reconnaissais pas qui s'est avérée être une thérapeute familiale nommée Dr Linda Mercier. Ils avaient disposé les chaises en cercle avec un siège vide clairement destiné à moi. Valérie a désigné la chaise vide. « Assieds-toi » a-t-elle dit. « Nous devons parler de ton comportement. » J'ai regardé la mise en scène, les visages graves, la thérapeute avec son carnet. C'était une scène d'intervention comme si j'étais le problème, comme si c'était moi qui avais violé les limites et détruit notre foyer. Je me suis assis parce que partir aurait donné l'impression de concéder qu'ils avaient du pouvoir sur moi. Le docteur Mercier s'est présenté.
Elle pratiquait la thérapie familiale depuis 14 ans et se spécialisait dans l'intervention de crise et le travail sur les systèmes familiaux. Valérie l'avait engagée pour faciliter cette conversation et aider la famille à comprendre ma perspective. J'ai demandé si Valérie lui avait expliqué la situation réelle. Le docteur Mercier a dit qu'elle avait été informée que j'avais unilatéralement demandé le divorce et vendu notre domicile conjugal sans discussion, créant une crise pour toute la famille. J'ai ri. Le son est sorti plus dur que je ne le voulais. Valérie a tressailli. Donc elle vous a dit que j'ai vendu la maison, mais pas pourquoi, ai-je dit. Le docteur Mercier m'a demandé de partager ma perspective. J'ai regardé autour du cercle ces gens qui avaient envahi ma maison, volé mon espace, rejeté mes sentiments, et qui maintenant siégeaient pour juger ma réponse. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'album photo que je constituais depuis 5 mois. J'ai commencé à leur montrer des photos. La chambre d'amis remplie des affaires de Chantal, un étalement permanent. Le bureau converti en studio de yoga pour Élodie avec mon équipement de travail poussé dans les coins. Le sous-sol qui était ma salle de sport, fonctionnant maintenant comme l'appartement gratuit de Laurent. Des photos de la cuisine réorganisée sans ma permission, le garage rempli du stockage de la famille, le salon réarrangé pour accommoder les préférences télévisuelles de Chantal. Je leur ai montré des images horodatées couvrant 5 mois documentant la prise de contrôle systématique de chaque pièce de ma maison. Puis j'ai ouvert mon journal et lu des entrées à haute voix. 15 mars, Chantal a encore réorganisé le garde-manger. Quand j'ai mentionné que je le préférais comme avant, Valérie a dit que j'étais contrôlant. 22 mars, Élodie a déplacé tout mon équipement de travail hors du bureau sans demander. J'ai dû installer mon espace de travail dans la chambre. Valérie a dit, je devrais être plus flexible. 3 avril, Laurent vit dans le sous-sol depuis 2 semaines. Toujours aucune discussion sur son départ ou s'il contribue aux charges. 18 avril, Valérie m'a dit que la présence de sa famille est permanente. Pas de discussion, pas de négociation, juste une annonce. La table était silencieuse. Le visage de Chantal était rouge. Élodie fixait ses mains. Laurent avait l'air prêt à argumenter, mais ne l'a pas fait. Valérie pleurait. Le docteur Mercier prenait des notes. J'ai continué à lire. 2 mai, j'ai demandé à Valérie si nous pouvions fixer des limites. Elle a dit que j'étais égoïste et que la famille passe avant tout. J'ai demandé de quelle famille nous parlions. Elle est partie. 9 mai, je suis rentré pour trouver que Chantal avait jeté la moitié de mes vêtements parce qu'elle pensait qu'ils étaient vieux et devaient être remplacés. Valérie l'a défendu en disant que maman essayait juste d'aider. 15 mai, la maison que j'ai achetée avec mon héritage, la maison que j'ai payée entièrement avec mes revenus, ne ressemble plus à ma maison. Je suis un invité dans ma propre vie. Valérie m'a dit de faire avec. Alors c'est ce que je fais. J'ai fermé le journal et regardé le docteur Mercier. C'est ma perspective. Valérie et sa famille ont emménagé chez moi sans discussion. On refusait de partir, on refusait de contribuer financièrement. Et quand j'ai objecté, on m'a dit de faire avec. Alors j'ai vendu la maison. Elle était à moi, je pouvais la vendre, et je l'ai vendue. Valérie sanglotait maintenant. Tu aurais pu me parler, a-t-elle dit. Tu aurais pu communiquer. J'ai sorti mes SMS et commencé à lire cela aussi. Les horodatages, les conversations où j'avais essayé de discuter de délais et de limites, les réponses où Valérie me faisait taire ou m'accusait d'être sans cœur. Je leur ai montré le message où Valérie annonçait que la présence de sa famille était permanente, suivi de ma demande d'en discuter et de sa réponse, il n'y a rien à discuter. Il reste. Fais avec. J'ai regardé le docteur Mercier. J'ai communiqué à plusieurs reprises. J'ai été ignoré à plusieurs reprises. Quand la communication échoue, l'action devient nécessaire. Le docteur Mercier a demandé ce que j'espérais accomplir en vendant la maison. J'ai dit, la clarté. La maison était ma propriété. La famille de Valérie la traitant comme la leur montrait un manque fondamental de respect pour les limites et la propriété. La vendre a supprimé la source du conflit et établi que je ne serais pas manipulé pour accepter une situation inacceptable. Chantal a finalement parlé. Où sommes-nous censés aller? Je l'ai regardé directement. Au même endroit où vous viviez avant la mort de votre mari. Ou partout où vous pouvez vous permettre avec votre retraite et tout héritage qu'il a laissé, mais pas chez moi. Élodie a dit que j'étais cruel.
Je lui ai demandé où elle vivait avant d'emménager dans mon bureau. Elle a dit avec son copain. J'ai demandé pourquoi elle ne pouvait pas trouver son propre appartement maintenant. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas se le permettre avec un revenu de prof de yoga. J'ai suggéré qu'elle trouve un autre travail ou plusieurs emplois comme tout le monde qui doit payer un loyer. Laurent s'est levé, le visage sombre de colère. Tu es un salopard égoïste, a-t-il dit. La famille est censée s'entraider. Je me suis levé aussi. Je suis d'accord. La famille est censée s'entraider, pas s'exploiter mutuellement, pas emménager sans permission et refuser de partir. Vous avez tous traité ma maison comme si elle vous appartenait. Ce n'était pas le cas. Maintenant elle appartient à quelqu'un d'autre et c'est votre responsabilité, pas la mienne. Le docteur Mercier a essayé de désamorcer la situation. Elle a suggéré que nous prenions tous une respiration et abordions cela avec compassion. Je lui ai demandé combien Valérie avait payé pour cette séance. Elle a hésité. Valérie a dit 300 €. J'ai hoché la tête. C'est intéressant. Valérie peut se permettre 300 € pour qu'une thérapeute me tende une embuscade, mais n'a pas contribué un centime au prêt, à la taxe foncière, aux factures ou à la nourriture pour sa famille qui vit gratuitement depuis 5 mois. A-t-elle mentionné cette partie quand elle vous a engagé? Le docteur Mercier a demandé si c'était vrai. Valérie a dit que je gagnais plus d'argent donc c'était juste que je paie pour tout. J'ai ri à nouveau. Juste aurait été de discuter si je voulais 3 résidents permanents supplémentaires dans ma maison avant de les faire emménager. Juste aurait été de reconnaître que c'est ma maison et que j'ai mon mot à dire sur qui y vit. Juste aurait été que votre famille contribue quelque chose, n'importe quoi, pour compenser leur présence. Valérie n'a fait aucune de ces choses. Alors, j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. J'ai retiré la maison de l'équation. Maureen, la tante de Valérie, a essayé de jouer les pacificateurs. Elle a dit que les disputes familiales pouvaient être résolues avec de la bonne volonté et des compromis. Je lui ai demandé si elle serait prête à laisser Chantal, Élodie et Laurent emménager chez elle définitivement sans discussion. Elle a dit que c'était différent. J'ai demandé en quoi. Elle n'a pas répondu. Gary, l'oncle de Valérie, a suggéré que je réagissais de manière excessive et que donner un endroit où rester à la famille de Valérie était la bonne chose à faire après la mort de son père. Je lui ai demandé combien de temps après un décès l'excuse du deuil fonctionnait. 6 mois, 1 an, toujours? À quel moment le deuil cesse-t-il d'être une justification pour violer les limites? Il a dit que j'étais irrespectueux. J'ai dit, les limites ne sont pas irrespectueuses. Elles sont nécessaires. Et le fait que toute cette famille pense que je suis le problème pour avoir appliqué les miennes me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur pourquoi ce mariage se termine. L'intervention s'est effondrée après ça. Laurent est sorti en trombe, me traitant de noms que je ne répéterai pas. Élodie a suivi en pleurant. Chantal est restée assise, rigide et silencieuse, le visage figé dans la fureur et l'incrédulité. Maureen et Gary ont fait des commentaires désapprobateurs sur mon attitude et mon manque de valeur familiale avant de partir. Le docteur Mercier a dit qu'elle serait disponible si nous voulions continuer la thérapie familiale. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de famille à soigner. Le mariage était fini, la maison était vendue, et j'allais avancer seul. Elle a rangé son carnet et est partie. Valérie et moi étions assis l'un en face de l'autre dans le café vide. Elle avait l'air détruite, le mascara coulant, les mains tremblantes. « Comment as-tu pu me faire ça ?» a-t-elle demandé. Je lui ai dit la vérité. Je t'aimais. Je voulais construire une vie avec toi. Mais tu as choisi ta famille plutôt que notre mariage sans discussion, sans compromis, sans respect pour mes sentiments ou ma propriété. Je ne t'ai pas fait ça, Valérie. Tu as fait ça à nous. Elle a demandé s'il y avait un moyen d'arranger les choses. J'ai dit non. La vente est définitive. Le divorce est déposé et j'ai fini. Elle a demandé où elle et sa famille iraient. J'ai dit que ce n'était plus mon problème. Les retombées furent brutales mais nécessaires. Valérie a dû informer les acheteurs que la maison avait été vendue et qu'ils devaient vider les lieux. Les nouveaux propriétaires ont pris possession le lundi suivant. Valérie m'a appelé vendredi soir, paniqué, disant qu'il n'avait nulle part où aller. Je lui ai donné le numéro d'un appart-hôtel local et le nom d'une agence de location. Elle m'a traité de sans cœur. J'ai raccroché. Chantal, Élodie et Laurent ont dû trouver un logement indépendamment.
J'ai entendu par des amis communs que Chantal avait emménagé chez Maureen temporairement avant de trouver un appartement pour seniors subventionné. Élodie est retournée vivre avec son ex-copain, et Laurent a trouvé une chambre à louer en colocation avec 3 autres gars. Valérie a emménagé dans un appartement T2 au centre-ville qui prenait la majeure partie de son revenu mensuel. Aucun d'eux ne comprenait pourquoi j'avais été si extrême, si impitoyable, si froid. Maître Bertrand a géré le divorce avec une précision chirurgicale. Parce que j'avais tout documenté et que la maison était mon bien propre, la réclamation de Valérie sur la plus-value a été considérablement réduite. Le tribunal a reconnu qu'elle n'avait rien contribué financièrement à la propriété et que sa décision de faire emménager sa famille sans mon consentement avait créé la rupture conjugale. Le règlement final a donné à Valérie 65 000 €, soit une part réduite de la plus-value moins les ajustements pour sa contribution nulle au coût de propriété. Elle a également obtenu la moitié de nos autres actifs matrimoniaux, compte de retraite et compte d'épargne, ce qui totalisait environ 75 000 €. Paiement total à Valérie, 140 000 €. J'ai gardé le reste du produit de la vente de la maison, mes comptes de retraite et ma voiture. Le divorce a été prononcé en novembre, 7 mois après que j'ai déposé la demande. Valérie n'a pas contesté après que la colère initiale s'est estompée. Elle avait réalisé qu'elle n'avait aucun levier, aucune défense et aucune sympathie de quiconque connaissait toute l'histoire. Les retombées sociales ont été intéressantes. La famille de Valérie m'a dépeint comme un monstre sur les réseaux sociaux, un homme cruel qui avait abandonné sa femme en deuil et laissé sa famille sans abri. Mais les amis communs qui connaissaient la vérité m'ont défendu. Olivier a posté une longue explication sur son Facebook détaillant les mois de violation de limites et le refus de Valérie de faire des compromis. D'autres amis ont partagé leurs propres histoires de visite chez nous pendant ces 5 mois et comment ils avaient vu à quel point j'étais mal à l'aise, à quel point la famille avait pris le contrôle. Le récit est passé de moi comme méchant à Valérie comme ayant tous les droits et sa famille comme parasite. Valérie a finalement supprimé ses comptes de réseaux sociaux après que le retour de bâton est devenu trop intense. Chantal et Laurent ont continué à poster des diatribes colériques pendant quelques semaines avant d'abandonner quand personne ne réagissait. Élodie s'est excusée auprès de moi par SMS 6 mois après le divorce, disant qu'elle n'avait pas réalisé à quel point les choses étaient mauvaises et qu'elle aurait dû trouver son propre logement plus tôt. J'ai apprécié les excuses mais je n'ai pas répondu. Ce chapitre était clos. Si cette histoire maintient votre intérêt, merci de vous abonner pour obtenir plus d'histoires comme celle-ci. J'ai acheté un nouvel appartement 8 mois après avoir vendu l'ancienne maison. Plus petit, un T3 au centre-ville, juste assez d'espace pour moi et mes loisirs. Pas de chambre d'amis, pas de sous-sol, pas de place pour que quiconque emménage sans mon invitation explicite. Olivier a plaisanté en disant que j'étais devenu une forteresse, mais il comprenait. L'expérience m'avait appris que les limites ne sont pas cruelles. Elles sont essentielles. Que l'amour sans respect n'est pas de l'amour du tout. Que parfois les gens qui prétendent tenir à vous ne font que vous utiliser. Et la chose la plus gentille que vous puissiez faire est de vous retirer de leur portée. J'ai eu quelques rendez-vous sans lendemain pendant un moment. Rien de sérieux. Le divorce a laissé des cicatrices qui avaient besoin de guérir avant que je puisse faire confiance à quelqu'un à nouveau. La thérapie a aidé. J'ai trouvé un psychologue nommé Dr Raymond Léger qui se spécialisait dans les traumatismes liés aux dysfonctionnements familiaux. Il m'a aidé à traiter la colère et la trahison, à comprendre que ma réponse était proportionnelle à la violation et à reconstruire la confiance en mon jugement. 2 ans après le divorce, j'ai croisé Valérie à une conférence professionnelle. Nous travaillions tous les deux dans des industries qui se chevauchaient, donc se croiser était inévitable tôt ou tard. Elle avait l'air plus mince, plus vieille, fatiguée d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'âge. Nous avons échangé des politesses gênées. Elle a demandé comment j'allais. J'ai dit bien. Elle a dit qu'elle était contente. Il y a eu un long silence. Finalement, elle a dit qu'elle comprenait maintenant pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait, que vivre avec sa famille avait été accablant même pour elle, et qu'elle regrettait de ne pas avoir écouté quand j'essayais d'en parler. J'ai dit que j'appréciais cela. Elle a demandé si nous pouvions prendre un café et parler. J'ai dit, non, ce chapitre est terminé, et le rouvrir n'aiderait aucun de nous deux. Elle a hoché la tête. Nous nous sommes dit au revoir. Je l'ai regardé s'éloigner et je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de tristesse, pas d'attachement persistant, juste le soulagement d'avoir eu le courage de mettre fin à quelque chose qui me détruisait. La maison que j'ai vendue est maintenant le foyer d'une famille avec 3 enfants.
Je suis passé devant une fois par curiosité et j'ai vu une balançoire dans la cour et des jouets sur le porche. Les nouveaux propriétaires avaient peint la porte d'entrée d'un jaune joyeux et ajouté des jardinières aux fenêtres. Elle avait l'air heureuse, habitée, aimée. Rien à voir avec l'espace tendu et surpeuplé qu'elle était devenue sous l'occupation de la famille de Valérie. J'étais content qu'elle ait trouvé des gens qui l'apprécieraient. Mon appartement au centre-ville me convient parfaitement. Espace minimal signifie drame minimal. Je contrôle qui entre, qui reste, qui part. J'ai appris à dire non sans culpabilité, à prioriser ma paix sur les attentes des autres, à comprendre que le sacrifice sans réciprocité n'est que de l'exploitation déguisée en amour. Avec le recul, l'intervention familiale était légendaire, non pas parce qu'elle était dramatique, bien qu'elle l'ait été, mais parce qu'elle a tout révélé. La façon dont la famille de Valérie me voyait comme une ressource plutôt que comme une personne. La façon dont Valérie priorisait leur confort sur notre mariage. La façon dont ils croyaient tous que leurs besoins supplantaient automatiquement mes limites. L'intervention était censée me faire sentir coupable et en tort. Au lieu de cela, elle a confirmé que vendre la maison et demander le divorce étaient les meilleures décisions que j'avais prises depuis des années. Parfois, les gens qui devraient vous aimer vous détruiront si vous les laissez faire. Parfois, être traité de sans-cœur signifie que vous écoutez enfin votre propre cœur au lieu du leur. Parfois, partir n'est pas abandonner. C'est refuser de participer à son propre effacement. J'ai 38 ans maintenant, célibataire, stable, content. Je travaille depuis mon bureau à domicile que personne ne réorganise sans permission. Je cuisine des repas que j'aime vraiment sans que personne ne critique mes choix. Je dors dans ma propre chambre sans que les affaires de personne n'envahissent mon espace. La maison est calme, paisible, mienne. Pas d'invités inattendus, pas de résidents permanents, pas de membres de la famille traitant mon foyer comme le leur. Juste moi et la vie que j'ai construite sur les cendres d'un mariage qui m'a appris ce que je n'accepterai plus jamais. Valérie m'a appris des leçons précieuses. Elle m'a montré que l'amour ne signifie rien sans respect. Que la famille peut être toxique. Que parfois la chose la plus saine que vous puissiez faire est de vous retirer entièrement des situations qui exigent que vous vous fassiez tout petit pour répondre aux besoins des autres. Je suis reconnaissant pour ces leçons. Même si les apprendre a failli me détruire, l'argent de la vente de la maison est investi maintenant, grandissant lentement, bâtissant la sécurité. Je n'ai pas de prêt immobilier, des dépenses minimes, une liberté maximale. Quand les gens demandent pourquoi je ne cherche pas de relations sérieuses, je leur dis que je profite de ma paix. Quand ils insistent, je leur dis que j'ai été marié une fois à quelqu'un qui pensait que mes limites étaient négociables. Plus jamais. La paix n'est pas quelque chose que l'on compromet pour avoir de la compagnie. C'est quelque chose que l'on protège férocement parce qu'une fois qu'on la perd, la récupérer nécessite de tout brûler et de recommencer. Je l'ai fait une fois. J'y ai survécu et maintenant je vis dans le calme après l'incendie. Enfin au chaud, enfin en sécurité, enfin chez moi.